Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Les alertes au smog se multiplient, cela même l'hiver. L'hiver 2008-2009 avait même connu un nombre record de jours d'avertissement, 47 jours pour la seule région de Montréal. Le smog d'hiver se caractérise par une forte concentration de particules fines, des polluants atmosphériques limitant la visibilité. Vous pouvez le voir, il s'agit d'un nuage brun-jaune qui stagne au-dessus de la ville. Au Québec, les principaux responsables sont le chauffage au bois résidentiel, l'activité industrielle et le transport. Le smog a un effet néfaste sur la santé des populations, de la toux, des difficultés respiratoires et même l'augmentation de maladies chroniques. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Ville de Montréal, Environnement Canada, collaborent depuis plusieurs années pour un programme InfoSmog. Il s'agit d'une prévision quotidienne de la qualité de l'air, diffusée dans les différents médias et accessible par Internet, d'avertissement à la population aussi lorsque les concentrations de smog sont très élevées. Mais que peut-on faire pour réduire les émissions de polluants qui provoquent la formation du smog? Et quelles sont les politiques et les technologies qui nous sortiraient la tête de ce nuage urbain polluant? Pour en parler et pour parler de pollution urbaine, nous avons aujourd'hui en studio Étienne Robert, professeur adjoint au département de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Philippe Aparicio du laboratoire d'équité environnementale au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de recherche scientifique. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et nous avons par téléphone André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai réunis tous les trois pour parler donc de pollution urbaine, de smog, parce que le smog, il y en a l'hiver aussi. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Peut-être, Monsieur Robert? OK. Premièrement, la grande différence entre le smog d'été et le smog d'hiver, c'est la présence de rayons UV qui va changer un peu la soupe qu'on va respirer en hiver. Donc, en été, les rayons UV font qu'avec les émissions essentiellement de la combustion, on va se mettre à produire de l'ozone au niveau du sol. Puis l'ozone devient un irritant pour les voies respiratoires qui est pas présent dans le smog d'hiver. Oui, ça, c'est pas bon à respirer. C'est pas bon à respirer. Par contre, on a le reste de la soupe qu'on respire quand même en hiver. On a les particules fines, puis on a aussi des composés organiques volatiles. Puis tout ça vient d'un grand nombre de sources, comme vous l'avez identifié, mais en grande partie le transport puis la combustion du bois à Montréal. Oui, mais le transport, est-ce qu'on est capable de calibrer à peu près la part du transport, la part de... Moi, ce que j'ai vu dans les chiffres les plus récents, c'est à peu près la moitié pour le transport, puis 40% pour le chauffage résidentiel ou les fours à pizza à Montréal. Puis le reste, ça nous vient de plus loin, des procédés industriels essentiellement, puis des grandes centrales de production d'énergie. Monsieur Bellil, pourquoi on doit s'inquiéter du smog d'hiver au même titre que le smog d'été? C'est qu'on retrouve des polluants qui vont définitivement avoir un impact négatif sur notre santé. On pense surtout aux problèmes, aux gens qui ont des problèmes pulmonaires ou cardiovasculaires. Alors, quand on arrive dans un épisode de smog, on concentre la pollution où on a une pollution intense et là, ceux qui ont des sensibilités vont en souffrir rapidement. On pense par exemple à des gens qui souffrent de l'asthme. Eh bien, à tous les jours, dans les épisodes de smog, on reçoit des appels. J'ai encore ce matin plusieurs messages de gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire dans ma région. L'air est irrespirable, je souffre d'asthme et j'ai de la difficulté plus aujourd'hui que n'importe quand. Donc, les particules, finalement, qu'on respire, entrent dans nos poumons profondément et c'est vraiment là quelque chose de très irritant et plus ça va durer, plus l'exposition est importante ou longue, plus l'irritant devient difficile à supporter et là, ça peut aller jusqu'à des crises d'asthme aigu, à des crises cardiaques et là, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Par contre, j'aimerais ajouter
il y a, quand on parle là, des problèmes, des causes, il y a aussi la combustion du diesel. On a entendu parler dernièrement là, de la tricherie de Volkswagen. Les émissions de diesel contiennent aussi beaucoup de particules qui sont très irritantes aussi. Alors, il faut pas oublier ça, mais il faut pas oublier qu'on nous triche. Là, on a vu qu'avec Volkswagen, mais au fond, le diesel et la QLPA, ça fait longtemps qu'on le dit, le diesel est beaucoup plus polluant qu'on ne le prétend. Alors, quand on met tout ça ensemble, vaut mieux vivre à campagne qu'en ville. Monsieur Aparicio, vous vous intéressez à l'exposition urbaine à la pollution. Vous avez pédalé à Mexico, Hanoï, Paris. L'asthme, vous connaissez aussi. Oui, je suis asthmatique. Donc, parlez-nous peut-être un petit peu justement de cette pollution-là qu'on subit l'été, l'hiver et l'été suivant. En fait, la pollution, les niveaux d'exposition à la pollution va varier en fonction du mode de transport qu'on va utiliser. On a fait un atlas récemment qui permettait de comparer les niveaux d'exposition à la fois atmosphérique et au bruit selon 3 modes de transport, le vélo, l'automobile et le transport en commun. Et ce qu'on a constaté, c'est que, premièrement, résultat très intéressant pour des trajets d'à peu près 45 minutes à 1 heure, l'automobile n'est pas significativement plus rapide que l'auto. Que le vélo ou que le transport en commun. Donc, ces 2 moyens de transport sont une alternative très intéressante pour l'automobile, ce qui va permettre de réduire à la fois le bruit et la congestion et la pollution atmosphérique. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que concernant l'inhalation des polluants, lorsque vous faites du vélo, pour des durées similaires et des trajets relativement similaires, les cyclistes vont inhaler 4 fois plus de polluants que quelqu'un qui se déplace en automobile. Alors, en soi, c'est une certaine forme d'iniquité environnementale, puisque les cyclistes sont plus exposés à des polluants qu'ils ne génèrent pas. Alors, ça milite pour avoir des aménagements urbains qui soient plus propices à la pratique de vélo, hors des zones où les niveaux de pollution sont un peu plus élevé. Oui, et ça, c'est 4 fois plus, même si on garde en tant qu'automobiliste la fenêtre ouverte, le cycliste qui circule à côté de nous va inhaler 4 fois plus. 4 fois plus de polluants, et ça s'explique tout simplement parce qu'il a des niveaux d'activité physique beaucoup plus élevés, donc il va respirer beaucoup plus d'air que celui qui est en auto. Par contre, je finirais sur une note positive. Cyclistes, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on a remarqué, c'est que les bénéfices, bien entendu, surclassent de très loin les risques. D'autres études l'ont largement démontré à travers le monde. Puisque pour des trajets comparables, le cycliste va brûler 4 fois plus de calories que l'automobiliste. Alors j'ai un bel exemple. Mon voisin ici fait du vélo quasiment 5 fois par semaine pour aller au travail. Et, Monsieur Robert. Il semble très très en forme sans avoir besoin d'aller au gym plusieurs fois par semaine. Monsieur Robert, vous avez vécu en Suède. En quoi ce pays pourrait nous inspirer en matière justement de gestion de pollution urbaine et hivernale? Peut-être pour faire un suivi sur ce que mes 2 acolytes ont dit juste avant, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la situation elle n'est pas en train de se détériorer, elle est en train de s'améliorer, lentement mais sûrement. Puis les questions qu'on devrait se poser, c'est quels moyens on peut trouver pour que l'accélération se fasse encore plus vite. Puis de ce côté-là, la Suède peut nous donner beaucoup d'exemples. C'est un pays qui a un climat similaire au nôtre. C'est un pays qui a un niveau de richesse qui est similaire au nôtre, puis qui a des ressources qui sont similaires au nôtre aussi. Puis eux, après la première crise pétrolière, les premiers chocs pétroliers des années 70, ont décidé d'investir massivement dans leurs ressources forestières pour approvisionner en énergie une grande partie du milieu bâti. Donc maintenant, ils sont en train de convertir d'autres systèmes pour utiliser aussi des sources d'énergie d'origine végétale. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de favoriser massivement le chauffage central dans les villes, puis ensuite dans les banlieues. Donc maintenant, si on prend une banlieue tout à fait équivalente à ce qu'on pourrait retrouver à Blainville ou à Terrebonne, quand un promoteur construit une ville ou un quartier avec une 50aine ou une 100aine de maisons, il va presque dans 100% des cas inclure une centrale de chauffe centrale qui va fonctionner au copeaux de bois. Donc, un poêle au bois, c'est très difficile d'en contrôler les émissions, mais un gros poêle au bois qui fournit l'équivalent de la chaleur de 1000 petits poêles au bois, c'est très facile à le rendre propre. Ça coûte pas cher, puis ça permet aussi de trouver des débouchés locaux pour des ressources qui sont produites localement. Donc souvent, dans ces banlieues-là, il y a déjà des forêts qui sont communales, donc qui appartiennent à la municipalité. Puis on extrait le bois localement, on en fait du bois de construction, puis avec les copeaux, mais on les amène au quartier qui vient d'être construit, puis on chauffe les maisons avec. Donc maintenant, dans les milieux urbains et périurbains en Suède, il y a 70% des maisons qui sont connectées à un système de chauffage central. Ça fait une grosse différence sur les besoins.
Oui, à Montréal, il y a eu un exemple de géothermie aussi pour certains voisins. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, parce que j'entends des voix d'auditeurs qui me disent, mais moi j'ai un poêle que j'utilise très peu, d'accord, je vis en ville, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer ça? Parce que je veux pas me priver de mon poêle, mais je veux pas aussi... Moi, je dirais la meilleure chose à faire, si vous avez un poêle en ville puis vous voulez l'utiliser de manière responsable, c'est de regarder si c'est une journée où la pollution est haute ou basse, puis de vous retenir d'allumer votre poêle au bois les jours où le niveau de particules est élevé. Idéalement, le convertir au gaz naturel, si vous voulez juste avoir une belle flamme, c'est tout à fait possible de le faire, mais utiliser du bois pour un chauffage urbain décentralisé à Montréal, c'est un non-sens, à mon avis. Oui, c'est en plus... Tout à fait d'accord. Monsieur Bellil, vous vouliez... Oui, si vous voulez me permettre, je pense qu'il faut aussi faire la distinction là, entre les poêles. La pire catégorie de poêles, et ils sont nombreux, c'est ce qu'on appelle les poêles à combustion lente. Et qui dit combustion lente dit combustion à basse température, donc émission de particules beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que là, faut penser que le problème, là, il est au quotidien. On peut ne pas utiliser son poêle et on doit ne pas utiliser son poêle lors des épisodes de smog, mais on peut changer au pire si on y tient absolument pour des nouveaux poêles qui sont certifiés EPE2 qui passent de 90 grammes à l'heure à 4,5 grammes à l'heure. Il y en a même jusqu'à 2,5 grammes à l'heure. Alors là, ça, c'est une amélioration absolument géniale en termes de réduction des particules. Et il faut aussi savoir que malheureusement les gouvernements parlent beaucoup mais n'agissent pas. Et on a vu, par exemple, nous on a mené un programme qui s'appelait Changer d'air, où on proposait aux gens de pouvoir échanger ou même condamner, à abandonner le chauffage au bois. Et j'attire votre attention là que ce n'est pas qu'un problème dans les villes, dans les municipalités, dans les endroits montagneux, ça peut être encore bien pire qu'à Montréal. Donc, on proposait aux gens de pouvoir changer ou condamner ou abandonner le chauffage au bois pour soit avoir un poêle à combustion contrôlée, là, les poêles EPE2 dont je parlais tantôt, ou complètement aller vers l'hydroélectricité ou l'électricité, le chauffage électrique. Et ce programme-là marchait vraiment bien. On travaillait avec les producteurs, les distributeurs de poêles. On avait des centaines de municipalités qui étaient partenaires avec nous. Et tout à coup, le ministère de l'Environnement a décidé qu'il retirait ce programme-là, qui était financé par le Fonds vert, qui maintenant, le Fonds vert, finance les pétrolières. Il y a des contradictions comme ça qui font qu'on n'avance pas. Pourtant, on a les solutions à portée de la main. Et je suis d'accord, quand on regarde ce qui se passe en Suède, prenez par exemple la production de biométhane, c'est presque généralisé. Et ici, on a encore des gens qui nous disent que le biométhane, ça marche pas. Et on nous propose d'utiliser le gaz naturel. Mais le gaz naturel, il y en a de moins en moins. C'est du gaz de schiste. Et le gaz de schiste, c'est un gaz qui est aussi polluant que le charbon. Alors là, il faut vraiment changer de paradigme. Et le pire, c'est que le Québec, pays par excellence des énergies vertes et renouvelables, s'enfonce dans les combustibles fossiles un peu plus chaque jour. Et quand vient le temps par rapport au poêle à bois d'agir et de poser des gestes qui comptent, décide plutôt de s'en tirer. Monsieur Aparicio? Bien, si le gouvernement n'agit pas, les villes peuvent agir. La ville de Montréal, par exemple, a adopté une nouvelle réglementation qui, à partir du 1er octobre 2018, pour reprendre l'exemple du poêle que citait notre collègue, la limite va être fixée à 2,5 grammes par heure. Donc, les villes peuvent agir, sauf que les villes en dehors de l'île de Montréal et aussi en région peuvent agir si le gouvernement n'agit pas. Donc, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est que les villes peuvent agir en termes d'aménagement urbain. C'est-à-dire que le problème du smog est lié, comme on l'a dit précédemment, à la fois au chauffage au bois, mais c'est pas uniquement ça, mais aussi au transport. Donc, il faut encourager le transport en commun, il faut encourager les modes de transport actifs comme le vélo.
Et pour ça prend de l'aménagement, des aménagements. Après, individuellement, on peut aussi agir. On peut décider d'utiliser le transport en commun ou aussi d'utiliser son vélo peut-être une fois ou deux par semaine. Alors ça peut être un peu difficile les premières semaines, mais par la suite, les bénéfices pour la santé vont se faire sentir. La pratique du vélo va être un peu plus facile et ça peut avoir un impact sur la congestion routière, sur la pollution et le bruit. Collectivement, les villes, ce qu'elles peuvent faire, c'est agir sur l'aménagement urbain de plusieurs façons. C'est-à-dire, elles peuvent, comme ça s'est fait à Londres par exemple, ou dans des villes danoises ou néerlandaises ou même japonaises, et dans d'autres villes vont suivre à travers le monde, c'est planifier ce qu'on appelle des super autoroutes à vélo, qui sont des pistes cyclables favorisant des flux de trafic vraiment importants. On pourrait penser ça d'est en ouest, de nord au sud pour la ville de Montréal, mais aussi, surtout, de la banlieue vers le centre-ville. Plusieurs pistes ont été proposées. Je pense que la nouvelle administration est très sensible à ce type de développement-là, en proposant un réseau express à vélo qui semble être une option intéressante. Reste à savoir si ça se met en œuvre et avec quelle rapidité ça va se mettre en œuvre dans les prochaines années. Monsieur Aparicio, vous avez pédalé dans plusieurs villes. Vous n'avez pas pédalé à Londres, mais vous allez pédaler à Paris, vous allez pédaler à Hanoï. Est-ce que les villes québécoises, on pense à Montréal, mais je pourrais penser à Québec aussi, se positionnent bien? Est-ce que c'est facile quand on est cycliste de circuler? On est dans des villes nord-américaines qui ont surtout été pensées et développées pour l'automobile, malheureusement. Quand on se compare, on se console. Pour Montréal, pour l'étude qu'on a fait l'an dernier, on avait des taux autour de 80 en moyenne pour microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d'azote. On a observé près du double à Paris. Il y a une norme de l'OMS pour le NO2, pour l'Organisation mondiale de la santé, qui fixe à 200 microgrammes par mètre cube pour une heure. Donc au-delà d'une exposition à plus d'une heure à cette dose-là, il y aurait des impacts pour la santé. Qui se feraient sentir pour la santé, effectivement. À Mexico, on a roulé plus de 500 km en une semaine. On atteignait des valeurs à 230 et des pics très souvent à 300. À Paris, on était dans des 160 à peu près, 150, 160. Puis on va s'en aller à Pékin et à New Delhi. On s'attend à des valeurs beaucoup plus fortes, bien entendu. Donc quand on se compare, on se console. Quoi qu'il en soit, si on se compare aux villes, à beaucoup de villes européennes ou même des villes nord-américaines comme Seattle, on a encore beaucoup de travail à faire. Et ce travail à faire doit passer par une diminution des poêles à bois, comme disaient mes collègues, mais aussi par un meilleur aménagement urbain. Oui, par des infrastructures. Monsieur Robert, moi je sais que vous avez vécu en Suède, je ne sais pas comment se passe le vélo là-bas, mais je sais que vous habitez la Rive-Sud et que vous prenez le vélo à l'année, sauf quand arrive l'hiver, parce que là, le pont se ferme. Le pont se ferme, là, on n'a pas le choix. Mais pour revenir un peu à ce que mon collègue disait, le vélo à Montréal, ça a énormément changé entre le moment où je suis parti avant mes études graduées, puis le moment où je suis revenu en 15 ans, ça a été le jour et la nuit. Mais ça reste qu'à Montréal, du point de vue du cycliste, le moyen de transport semble pas être vu comme un moyen de transport légitime. Ça reste aménagé beaucoup pour les touristes. Un peu pour profiter de la ville, mais sauf que si on veut aller du point A au point B le plus rapidement possible, moi j'ai mon exemple entre la Rive-Sud puis la ville, c'est un peu ridicule les détours qu'il faut faire parce qu'il y a seulement un point de passage ou deux, puis moi je fais 15 km pour aller travailler, mais ça pourrait facilement être 12 ou 11 si les sentiers ou les pistes étaient mieux adaptés au trajet. Donc ça c'est puis je pense que comme mon collègue le disait encore une fois, on a beaucoup de chemin à faire encore, mais je pense qu'il faut aussi être très conscient d'adapter nos solutions à notre problématique, parce que la problématique des oxydes d'azote à Paris, par exemple, c'est une problématique qui est essentiellement liée à l'utilisation des moteurs diesel, tandis que ce qu'on retrouve à Mexico, comme la ville est en altitude, les rayons UV sont beaucoup plus intenses, leur problématique doit inévitablement passer par la présence de rayons UV. Mais dans le cas de Montréal, ce qu'on peut pas éviter non plus, c'est que nous, en partant, on est situé très, très en aval des vents dominants qui nous apportent tout ce qui vient du Midwest américain essentiellement. Donc, cette partie-là, on n'a pas le contrôle. On va recevoir ce qu'eux émettent, dilué,
d'une certaine mesure. Donc, on a une espèce de bruit de fond. Puis, il faut vraiment travailler sur nos sources locales si on veut diminuer les choses parce qu'on pourra pas, on n'a pas d'industrie lourde sur laquelle on a le contrôle où on peut faire une grosse différence. Oui, donc, pour nous, c'est vraiment le transport qu'il faut, puis le chauffage. Améliorer, puis les cyclistes, la condition des cyclistes est un bon indicateur. Mais je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, on était en compagnie d'Étienne Robert, professeur adjoint au département de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal, de Philippe Aparicio du laboratoire d'équité environnementale de l'Institut national de recherche scientifique et d'André Bellil, le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi. Nous rejoignons Pascal Lehoux, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé. Bonjour. Bonjour Isabelle. Votre chronique aujourd'hui, intitulée Sciences et société, pose une intéressante question. Que penser des robots d'assistance pour les personnes âgées? Eh bien, je vous remercie d'abord, Isabelle, pour cette occasion de partager avec vos auditeurs une question effectivement qui me préoccupe, qui me turlupine. Vous savez probablement que depuis les années 80-90, on a fait plusieurs avancées importantes dans le domaine de la robotisation, notamment dans le domaine industriel et militaire. Ce sont des domaines où on confie aux robots des tâches qui sont répétitives, exténuantes ou voire même dangereuses pour les humains. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est que le marché des services serait en plein essor, entre autres grâce à l'intelligence artificielle, qui nous permet de concevoir des robots qui vont être interactifs, qui vont presque être des compagnons. Par exemple, au Japon, on peut trouver des robots qui peuvent accueillir des clients à l'hôtel ou à la banque. Et pour le Japon, la Corée du Sud, mais aussi les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark et la France, un créneau qui devient intéressant, c'est le créneau des services de santé, d'où ma question. Quelles tâches serait-on prêt à déléguer aux robots pour assister des personnes âgées à domicile? Puis en fait, c'est une question que j'ai explorée dans un article que j'ai écrit avec ma collègue Dominique Grimard. C'est un article tiré de notre étude Dessine-moi un futur, une étude financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Donc, on a invité une 60aine de membres du public de 18 à 77 ans à se projeter en 2030-2040, puis à délibérer du caractère désirable ou non d'un robot d'assistance fictif. On a essayé de le rendre un peu sympathique, on l'a appelé Tim, puis on l'a inventé en glanant en fait des fonctions puis des capacités sur lesquelles différentes équipes de recherche travaillaient déjà en 2013. Donc, notre Tim était doté évidemment de la reconnaissance vocale, il pouvait reconnaître des objets, des visages, puis un peu comme une logique de type Internet des objets, il pouvait aussi contacter des services d'urgence ou des proches. Donc, on a produit une brève vidéo pour permettre à nos participants de saisir ce que Tim pouvait faire. Puis ensuite, ils ont délibéré. D'abord dans des ateliers face à face, mais aussi plus tard sur un forum en ligne, ce qui permettait d'approfondir, de réfléchir plus longuement à certains enjeux. Puis, dans nos analyses, on s'est intéressé à une notion qui vient de la sociologie de l'innovation. C'est une notion selon laquelle les humains sont souvent, mais pas toujours indifférents à la façon dont une tâche est exécutée. Donc, par exemple, que ce soit le lave-vaisselle ou votre conjoint qui lave la vaisselle, probablement que ça ne change pas grand-chose à vos yeux. Ça peut se compliquer si la tâche en question, ce serait par exemple de rédiger une lettre d'amour. Là, la lettre d'amour perdrait toute sa signification si sa production était automatisée. Donc, c'est un peu la grille d'analyse qu'on a utilisée pour examiner ce que nos répondants pensaient des robots. Donc, dans un premier temps, on nous dit que oui, probablement les robots pourraient faire un certain nombre de tâches, notamment des tâches instrumentales. Par exemple, rappeler de prendre ses médicaments à une personne âgée. Puis de faire ces tâches-là instrumentales, ça pourrait éventuellement dégager du temps de qualité pour les humains. Mais nos répondants ne percevaient pas les robots comme des compagnons, entre autres parce que ils sont absolument dépourvus de sincérité à leurs yeux. Donc, les robots peuvent pas soutenir ce qu'on appelle les tâches émotionnelles et relationnelles, les tâches qui font nécessairement partie de la relation d'aide à domicile. Donc, un argument qui revenait souvent,
c'était de dire, finalement, on devrait combiner les deux, on devrait combiner les robots et les humains. Puis, moi, je comprenais pas très bien pourquoi nos répondants arrivaient à cette conclusion fréquemment, alors qu'ils étaient généralement assez tièdes par rapport aux robots. Hein. La moitié d'entre eux ne voyaient que des désavantages à utiliser un robot. Donc, quand on creuse un tout petit peu plus nos données, ce qu'on observe, c'est que c'est une idée qui est étroitement liée à notre contexte actuel, hein, où parfois les soignants sont perçus comme agissant, parfois comme des machines eux-mêmes. Donc, il y a même certains participants qui nous disaient, mais ce serait mieux pour la dignité des personnes âgées de dépendre d'un robot plutôt que d'un humain. Là, ici, on pense à un humain stressé, fatigué, impatient. Donc, l'idée de combiner l'assistance robotique et l'assistance humaine, c'est un certain compromis. C'est un compromis qu'on comprend dans un monde où on a le rythme de la vie moderne, en fait, limite beaucoup la disponibilité des proches. On pense aux enfants qui ont eux-mêmes souvent des enfants, et aussi où recevoir de l'aide entre en conflit avec la volonté d'être autonome. Hein. C'est une chose très valorisée aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est super important d'apprendre de recentrer l'attention des décideurs sur ce que bien soigner veut dire dans un contexte où on cherche parfois démesurément à optimiser les soins et les services d'assistance à domicile, d'un côté, puis de l'autre où on a des attentes intergénérationnelles qui sont en pleine mutation. Donc, en parallèle avec des avancées qui sont totalement excitantes en robotisation et en intelligence artificielle, je crois qu'on a besoin de non moins excitantes balises éthiques et sociales qui, elles, vont guider les investissements et les efforts de développement dans le domaine de la robotisation des services de santé. Merci beaucoup. C'était très intéressant, surtout que 2030, c'est comme à nos portes, c'est comme demain. On y est rendu. Merci. Merci. On était donc en compagnie de Pascal Lehoux, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé, qui a fait une chronique, La science et société, qu'on aura peut-être le plaisir de réinviter et de réentendre. Merci. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca. Et aussi, bien sûr, toujours aller sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Merci. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit